à l'encan. Et puis la France, elle va mal aussi, pas seulement pour le chômage, pas seulement pour la vente du patrimoine à des intérêts étrangers. Je n'ai pas parlé du chômage et la directive des travailleurs détachés. Enfin, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un petit mot sur cet aspect des choses. La directive des travailleurs détachés qui permet maintenant aux entreprises en France, enfin dans toute l'Union européenne, d'embaucher des salariés de l'Union européenne en leur imposant les règles salariales et de conditions de travail dans le pays où ils travaillent. Donc en France, par exemple, on va payer au SMIC, mais les cotisations sociales sont versées au pays d'origine, donc au taux de pays d'origine. Ça veut donc dire très clairement qu'en France, désormais, vous avez le choix, si vous êtes un chef d'entreprise, entre embaucher des salariés français au SMIC avec les cotisations sociales en France, ou bien embaucher un travailleur bulgare au SMIC, mais avec les cotisations sociales bulgares, qui doivent être, je sais pas moi, 3 ou 4 fois moins. Et que font les entreprises quand par ailleurs elles sont prises à la gorge parce que l'euro est trop cher, elles n'arrivent plus à exporter? Qu'est-ce qu'elles font? Ben pour survivre, elles embauchent des bulgares. Ça a donc pour effet que le nombre de salariés venus des pays de l'Est va augmenter considérablement au détriment du salariat en France. C'est le premier effet. Et c'est pas rien au début. Vous savez, c'est comme il y a un adage à Bercy qui dit les impôts sont comme les chaussures, ce sont les plus vieux qui font le moins mal. Ben là, c'est à peu près la même chose. Les directives européennes, on finit par plus les voir. Au début, il y avait 2000, 3000, 10 000 salariés venus des pays de l'Est. Mais c'est monté, à la fin 2017, on était atteint 516 000 travailleurs détachés venus des pays de l'Est. C'est quand même 516 000 emplois pris dans un pays où on compte 3 millions de chômeurs. Même Macron s'en est ému. Il a dit, on va voir ce qu'on va voir, je vais renégocier. Et puis il renégocie, il s'est heurté à un mur que je ne cesse de dire depuis 12 ans. Les renégociations de la quasi-totalité des directives stratégiques de la Commission européenne et la modification des traités par ailleurs ne peut être conclue qu'à l'unanimité. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Jamais Madame Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan, M. Lassalle, M. Wauquiez, Monsieur les communistes, etc., mais jamais ils n'accepteront de dire publiquement les réformes des traités sont impossibles puisqu'il faut l'unanimité. Tous ceux qui vous proposent une autre Europe vous mentent puisque si l'Europe est comme elle est, ils n'expliquent pas pourquoi. À tous les candidats qui viendront se présenter devant vous et qui vous diront « Moi, je veux une Europe ci, je veux une Europe ça », vous devez leur dire premièrement, mais pourquoi l'Europe est-elle comme elle est? Pourquoi? Quand j'ai créé l'UPR, je vous renvoie à la charte fondatrice qui va avoir 12 ans le 25 mars. Depuis 12 ans, je dis la même chose. Depuis 12 ans, cette charte est restée sans aucune modification. Et depuis 12 ans, chaque année, elle apparaît de plus en plus explicative de la réalité. C'est à ça qu'on mesure si une pensée est juste. Allez regarder ce que disaient les autres il y a 12 ans, ou il y a même encore 3 ans. Ils vous mentent, ils changent de discours chaque année. J'explique depuis 12 ans qu'en France, tous les partis politiques sont pour le principe de la construction européenne, sauf nous. Ils approuvent tous le principe de la construction européenne, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ça, c'est l'acte 1 de la tragédie. Alors que, on pourra vous parler dans les questions, cette construction européenne, elle peut être parfaitement démontée et parfaitement critiquée, puisqu'elle est fondée sur un principe délirant, si vous y réfléchissez bien, qui est que de proche en proche, par contiguïté géographique, les Portugais auraient tous les intérêts identiques à ceux des Estoniens ou des Finlandais dans tous les domaines. C'est du délire. Ça n'existe pas. Et qu'en revanche, les Portugais ou les Français n'auraient aucun intérêt avec l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie.
Ici, on est à peu près à mi-chemin entre Paris et Alger, en termes de distance. Hein. Mais ici, on doit être à 3000 km, 3500 km de Tallinn. Donc tous les partis politiques, sauf nous, disent que la construction européenne, c'est bien. Mais tous les partis politiques, les mêmes, constatent que ça ne marche pas. Ils disent que le résultat est mauvais. Tous, y compris Macron, qui vient de faire encore une tribune là, avec sa forfanterie habituelle. Tout le monde s'en fout, hein, les tribunes de Macron. Ça sert à emballer les œufs 2 jours après. Bon. Et dans le meilleur des cas. C'est paru en page 27, dans un journal bulgare. Tout le monde s'en fout. Est-ce que vous imaginez que le président de Roumanie disait voilà, c'est l'Europe qui propose. Vous imaginez aller ici sur les marchés orange, qu'est-ce qu'on s'en foutrait? Parce qu'il n'y a aucune. On n'est pas le même peuple, ça n'a rien à voir, donc les gens s'en foutent. En plus, Macron a changé, il nous avait déjà fait le discours d'Athènes du 7 septembre 2017, et puis le discours de la Sorbonne du 27 septembre 2017, où il avait fait ça, voilà l'Europe qu'il voulait. Je le rappelle, il faut quand même rappeler, parce que les gens oublient. Le 27 septembre 2017, Macron nous avait expliqué que l'Europe qu'il voulait, pour les élections européennes, il voulait des listes transnationales. Ce n'étaient pas des transgenres, peut-être que ça viendra, mais c'était des listes transnationales. C'est-à-dire des listes où il y aurait des listes franco-allemands, germano, néerlando, slovènes. Les autres chefs d'État, il faut faire foutre. Il suffit qu'il y en ait un seul qui dise non pour déjà que ça ne marche pas. Après ça, il a dit qu'il voulait diminuer le nombre de commissaires européens de 28 à 15. Notre pays, mon Dieu. Chacun veut avoir son commissaire européen. Donc, sans suite. Après, il avait voulu avoir 20 universités pan-européennes au panier. Après ça, il voulait avoir une défense européenne au panier. Un budget de la zone euro. Alors on fait semblant, 2 ans après, on dit on va peut-être avoir, rien du tout. Il a signé le traité franco-allemand d'Aix-la-Chapelle avec Mme Merkel, où il a bradé, où il va vers le bradage de choses absolument fondamentales pour la France, rien moins que son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et que notre force nucléaire, dont on voit bien qu'il est prêt à tout bazarder au nom de l'Europe. Et Mme Merkel, qu'est-ce qu'elle a cédé? Rien. Monsieur Macron, un jour, devra rendre compte pour haute trahison au peuple français. Donc, résumons. Tous les partis politiques en France sont pour le principe de la construction européenne et tous condamnent ce qu'on constate. Y compris Macron. Alors, a fortiori, Mme Le Pen, la soirée de prédiction, M. Mélenchon, l'extrême gauche, ils sont tous très forts pour critiquer la construction européenne. Tous. Vous avez vu que M. Bellamy est parti en guerre en disant que ce n'était pas normal que la Commission fixe la taille des concombres et des soutiens-gorge. Il a un inconscient chargé. J'ai un rien à inventer, là, les mains. Enfin, bref. C'est bien plus grave que la taille des concombres et la taille du soutien-gorge. Ça, c'est ce qu'on fait comme ça, c'est pour faire des effets dans les tribunes, en disant non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est la démocratie qui a filé à l'anglaise. C'est d'ailleurs le cas, puisque les Anglais récupèrent leur démocratie en ce moment. Et c'est en fait une oligarchie qui a pris le pouvoir pour nous imposer toutes ces décisions qui correspondent à ses intérêts. Donc, tous les partis sont pour le principe de la construction européenne, ils sont tous contre ce que l'on constate, acte 2 et acte 3 de cette tragédie. Comment ils s'en sortent? Eh bien, ils sortent tous d'un chapeau leur projet d'autre Europe. Voilà. Puisqu'ils sont pour le principe et que ce qui ne marche pas, eh bien, ils ont un projet d'autre Europe. Et donc chacun y va de son projet, l'Europe des nations, l'Europe des patries, ça Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, une Europe qui marche, ça c'était le slogan de Sarkozy, une Europe sociale, ça c'était le projet des socialistes, une Europe écolo, c'était le projet de ELV Les Verts, une Europe des travailleurs, une Europe l'humain d'abord, ça c'est le Parti communiste, voilà. Donc chacun y va de son truc. Mais personne ne vous explique jamais ces deux questions bêtes. Vous savez que moi j'aime bien les proverbes chinois. Il y a un proverbe chinois qui dit il vaut mieux être bête 5 minutes que de le rester toute sa vie.
Donc, quand vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'ayez pas peur. Hein. Vous levez la main et puis vous dites, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi l'Europe, elle est comme elle est? Ça voudrait dire, les gens qui vous disent, on vous promet une autre Europe, sous-entendent en fait que les ministres plénipotentiaires, les négociateurs français, depuis 61 ans, depuis le traité de Rome, ont bullé, ont regardé en l'air pendant les négociations. C'est ça que ça veut dire? Non. Ils ont négocié pied à pied les intérêts français. Sauf que on était dans un dogme, puisqu'il s'agit en fait d'une religion. Et les européistes, nous avons affaire à des gens qui ne sont pas accessibles au raisonnement rationnel, puisqu'on a affaire à une religion. C'est un dogme. Parmi l'idée du dogme, il fallait construire l'Europe. Donc, il fallait céder. Pas céder S apostrophe à IDER, céder C-E-D-E-R. Il fallait céder des intérêts nationaux pour avancer, puisque nous avons des intérêts nationaux contradictoires. Et vous savez bien quand même, enfin je ne sais pas, je n'invente rien, toute personne qui a plus de 30 ans, même de 20 ans dans cette salle, se rappelle quand même que depuis des décennies, on a sommet de la dernière chance à Bruxelles, nouveau marathon à Strasbourg, nouvelle crise en Europe, etc., etc. Toute la construction européenne est ponctuée de ça, avec des crises d'hystérie, des claquements de porte, à côté desquels ce M. Dupont-Aignan, quand il sort de France 2, est une plaisanterie. C'est en permanence des crises d'hystérie de gens qui s'envoient des trucs, et puis finalement, par pression politique, ils sont obligés de faire des compromis. Et oui. Et il se trouve que malheureusement, peut-être, les pays du sud de l'Europe, qui sont des pays de tradition catholique romaine, donc des pays plus favorables au dogme, ont peut-être eu plus tendance à céder des intérêts nationaux, l'Italie, la France, l'Espagne, que les pays du nord de l'Europe, qui sont beaucoup plus pragmatiques. Cette idée de dogme, d'ailleurs, j'en profite au passage pour faire une petite intervention là, qui vous fera réfléchir. On parle beaucoup d'Européens convaincus, ou d'eurosceptiques. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de convaincus et de sceptiques? Conviction et scepticisme. Est-ce qu'on dit « je suis un Italien convaincu », je suis franco-sceptique, je suis germano-sceptique, et je suis hispano-convaincu? Non. On est français, italien, allemand ou espagnol, parce que c'est un fait. En revanche, si on parle d'Européens convaincus ou d'eurosceptiques, c'est qu'on n'a pas affaire à un fait, on a affaire à un fantasme, on a affaire à une croyance, une religion, un dogme. Et c'est la raison pour laquelle tous les discours rationnels que je tiens depuis 12 ans, en fait, sont perçus, compris chez les Français qui étaient un peu mécréants sur les bords. Mais vous avez des gens qui sont des vrais croyants et qui, vous pourrez leur dire, leur prouver par A plus B que la France est en train de s'effondrer, eh bien, ils croient au Père Noël. Alors chacun y va en France de son propre projet sans expliquer aux Français pourquoi on en est arrivé là. Si l'Europe est comme elle est, c'est pas parce que c'est pas comme quand on sort de chez soi puis on se retrouve dans la main, j'ai oublié d'éteindre dans la cuisine, je vais remonter. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, année après année, d'avoir une sédimentation de traités, de négociations, d'abandon de souveraineté nationale. On en est arrivé là pour ça. Et donc c'est ça qu'il faut demander aux gens qui vous disent « Oui, je ne veux pas de cette Europe-là ». C'est comme des gens, moi je connais des ministres qui m'ont dit « Oui, on n'aurait jamais dû faire l'élargissement à l'Est ». J'ai dit « Mais c'est qui on » On a demandé aux Français? Pas du tout. On vous a demandé à vous, monsieur? Pas du tout. Qui est on? Qui a décidé d'élargir l'Union européenne d'un seul coup en 2004-2005 à 10 nouveaux États de l'Est? Vous voulez la vraie réponse? Les États-Unis. Le président George W. Bush, dans son discours à l'Université de Varsovie en 2001, qui a dit « Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie », qui a exigé que les 10 États entrent d'abord dans l'OTAN, puis entrent dans l'Union européenne. Les choses actuellement en cours qui bouillonnent, hein,
vous avez vu, peut-être je vous conseille de vous précipiter sur le livre de Philippe de Villiers, qui reprend ce que je dis depuis 12 ans. À travers toute l'Europe, maintenant, les plans commencent à se délier sur le rôle des Américains dans ce système pour vassaliser l'Europe dans un truc qui ne peut pas marcher. Et c'est justement parce que ça ne peut pas marcher qu'ils sont en train de ligoter à leur profil l'Union européenne. Je ne parle pas de Trump. Trump, c'est un phénomène, c'est un impact, comme on dit, c'est un phénomène historique très particulier qui n'était pas prévu au programme. Il suffit de voir d'ailleurs comment l'oligarchie américaine passe son temps à essayer de dégommer Trump. Mais les États-Unis ont eu une stratégie que j'ai décrite dans ma conférence qui s'appelle Qui gouverne la France, qui a au moins 10 ans d'âge, que vous pourrez trouver sur Internet, et qui est parfaitement explicative de la réalité. C'est la stratégie du stratagème des chaînes. On a ce système-là. Et donc la première chose que vous devez demander à vos interlocuteurs qui vous proposent une autre Europe, c'est pourquoi on intervient là. La deuxième chose, c'est par quel miracle on pourrait faire une autre Europe qui n'en arrive pas à ce même résultat. Parce que si on comprend bien, ils disent on va changer d'Europe, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils se proposent de rouvrir les négociations et de demander aux autres pays, bon, la France, il y a 17 ans, vous avez cédé ça, et finalement, ça nous gêne beaucoup, c'était pour vous faire plaisir, et maintenant, vous allez nous le rendre. Vous croyez? Vous croyez à ça? Jamais. Jamais. Ils ont chacun négocié bec et ongle, jamais ils vont revenir. C'est d'ailleurs exactement à ce à quoi s'est heurté ce monsieur Macron. C'est trop fort? Je parle trop fort? Oui. Monsieur Macron se trouve exactement confronté à cette situation au moment de la directive des travailleurs détachés. Il a dit aux Français, ça ne va plus du tout. Évidemment, le nombre de travailleurs détachés en France est exponentiel. 2 000, 5 000, 10 000, 30 000, 60 000, 500 000, 200 000, 516 000. Et c'était des chiffres de 2017. On est peut-être, en plus de ça, le Sénat avait pointé 300 000 travailleurs détachés non déclarés en plus. Donc Macron est allé voir des pays de l'Est. Il est allé en Bulgarie pour demander qu'on revienne sur les travailleurs détachés. Il s'est permis d'ailleurs de critiquer depuis la Bulgarie la Pologne. Et la première ministre de Pologne, son sang n'a fait qu'un tour. Elle a dit à M. Macron d'aller se faire cuire un œuf. Et puis elle a dit qu'il fallait que la France arrête de considérer qu'elle était la patronne de l'Europe. Que tous les États avaient le même droit, que la Pologne avait les mêmes droits et les mêmes devoirs que la France. Donc, shut up, comme disent les Anglais. Au passage, d'ailleurs, arrêtez aussi de tomber dans le couple franco-allemand. Ça, cette histoire-là, ça suffit. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Les Allemands, une fois j'avais parlé de ça, c'était à Nogent-sur-Marne en 2013-2014, il y a une dame au premier rang qui m'avait écouté comme ça en me pliant du bonnet, et puis à la fin de la conférence, elle était venue me voir, elle m'avait dit « Monsieur, je suis allemande. Je suis mariée avec un Français depuis 27 ans. » J'ai cru qu'elle allait m'expliquer qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle venait divorcer, pas du tout. Et il me dit, je ne comprends pas pourquoi en France on parle du couple franco-allemand, c'est vous qui avez raison. En Allemagne, on ne parle jamais du couple franco-allemand, ça n'existe pas. Voilà. C'est comme si je disais que j'étais marié avec Lady Gaga. Lady Gaga dirait, oui, mais non. Voilà. Les Allemands, ils ont signé l'accord germano-américain pour le XXIe siècle. C'était Gerhard Schröder en 2004, je crois, confirmé par Mme Merkel en 2006, das deutsch-amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert. L'accord germano-américain pour le XXIe siècle. C'est ça qui compte pour eux. L'Allemagne est devenue le partenaire privilégié en Europe. Voilà. C'est ça. Et ça remonte à loin. Ça remonte à la genèse de la construction européenne. Donc tout ça pour vous dire que M. Macron, il a fait chou blanc sur sa directive des travailleurs détachés. Donc vous devriez demander aux gens qui vous promettent une autre Europe, pourquoi il ne vous arriverait pas à vous ce qui vient d'arriver à Macron? C'est-à-dire que les autres pays diront, mais attendez, vous avez fumé la moquette, hein, on ne va pas revenir sur des compromis qui ont 17 ans d'âge ou qui ont 8 ans d'âge.
Vous avez mal négocié, maintenant vous appelez, mais nous aussi, on souffre, parce que nous, à cause de vous, maintenant, en Pologne, on a plein d'hypermarchés Carrefour, on a ras-le-bol, etc. Donc en fait, c'est une montée des tensions un peu partout, c'est ça qui se passe. Enfin, la dernière raison, c'est l'unanimité, puisque vous avez toujours des gens... Alors, M. Mélenchon était un expert. Lui, toujours, il sortait, voilà, avec mon ami Tsipras, nous jetons les bases d'une nouvelle Europe sociale. Bon, déjà, quand vous avez vu Tsipras, c'est un traître à la Grèce. C'est horrible ce qu'il a fait. Mais même aurait-il fait alliance avec Tsipras, c'était 2 sur 28. Après, vous avez sorti Madame, comment elle s'appelait je ne me rappelle plus, de Die Linke. Die Linke, c'est l'équivalent du parti de France Insoumise en Allemagne. Voilà. Donc il avait été en Allemagne, il montrait, avec nos camarades allemands, on est en train de préparer. Après, cette dame a claqué la porte de Die Linke, il y a quelques mois, pour fonder un parti de gauche anti-immigré. Du coup, Mélenchon ne veut plus entendre parler de Tsipras, il ne veut plus entendre parler de... elle s'appelle Madame Wagenknecht. Et puis, après ça, il avait jeté son dévolu sur l'Espagnol, Podemos, M. Iglesias, hein, le type qui avait comment dirais-je, un gâteau. Et puis, on a vu que M. Iglesias était dans les meilleurs termes avec l'ambassadeur des États-Unis à Madrid, ça achetait un froid, et donc finalement, M. Mélenchon s'est également séparé de lui. Finalement, il est tout seul. Mais même aurait-il rassemblé l'espagnol, le grec et l'allemand, qu'il aurait encore fallu, ça ne faisait que 4 pays sur 28. À ce propos d'ailleurs, je voudrais faire remarquer, je l'ai dit chez Ardisson, je pense en ce moment même chez Ardisson, c'est enregistré avant-hier, il faut savoir, et ça on me le cache aux Français, qu'il y a 28 États dans l'Union européenne. En fait 27 lorsque le Royaume-Uni va sortir. Et sur ces 28 États, d'abord, je pense que si on faisait une interro écrite pour que chacun y mette la liste des 28 États, je ne suis pas sûr qu'il y aurait 100% de bonnes réponses. Si je demandais d'y ajouter le nom de la capitale, alors là... Et si je demandais d'y ajouter le nom du chef de l'État, voilà... L'autre jour, j'avais coincé Raphaël Enthoven sur Arte là-dessus, parce qu'on voulait me faire passer toujours pour le type, le xénophobe, le ci, le ça, alors que c'était des grands Européens. Moi je dis, ben ouais, nos grands-parents, ils savaient qui était le chef d'État allemand. Qui est-ce qui sait qui est le chef d'État allemand ici? C'est qui? Il s'appelle comment? Vous ne savez pas? Ministre des Affaires étrangères, je peux vous assurer que nos grands-parents, ils savaient qui était le chef d'État en Allemagne, qui était le ministre des Affaires étrangères. C'est qui le ministre des Affaires étrangères en Allemagne? Personne ne sait. Le chef d'État en Allemagne, c'est un président de la République, alors il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il s'appelle M. Steinmeier. On parle du chancelier, c'est le Premier ministre. Alors je ne parle pas de la Lituanie, qui est le chef d'État de la Lituanie. Et là, c'est là où j'ai coincé Raphaël Enthoven, vous ne savez pas. Ça s'appelle Dalia Grybauskaité. Dalia, c'est son prénom, ça fait un peu, pourquoi pas chrysanthème. Grybauskaité, c'est une force de la nature, Madame Dalia Grybauskaité, elle est ceinture noire de karaté. C'est un morceau, hein. Il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Non, c'est vrai, hein. Elle a été commissaire européenne. En fait, l'ignorance est totale. On a marié les Français avec des pays dont ils ne savent rien. Rien. Et je voudrais insister sur un autre fait, c'est qu'il y a des petits pays, et des petits pays fragiles, et qu'actuellement, beaucoup de pays sont gangrénés par la mafia. J'ai fait une conférence qui s'appelle Eurocorruption, parce que ce qui est en train d'arriver à l'Union européenne, c'est exactement ce qui était arrivé à l'Union soviétique finissante. Vous avez un dogme qui s'est emparé d'un pays ou d'un groupe de pays, un dogme qu'il est interdit de critiquer, sinon vous êtes, c'est ce qui m'est arrivé, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, au moment où j'ai eu mes 500 signatures, on m'a présenté comme étant une espèce d'hybride entre Barbe Bleue et Marc Dutroux. C'est à peu près ça. Complotiste, conspirationniste, mais... J'ai vu récemment, il y a 2-3 jours, Mme Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui a dit chez Bourdin, chez lequel je ne suis pas invité depuis 2 ans d'ailleurs,
qui a dit que oui, il fallait inverser des analyses simplissimes de M. Asselineau. Mais si ce que je dis est aussi con que ça, puis qu'elle m'invite, et puis qu'on débatte devant les Français, et puis que tous les Français crient à gorge déployée devant ma connerie, comme ça on aura débarrassé d'Asselineau. Sauf que quand on l'a invité, Madame Loiseau, à venir à l'université, elle avait piscine ce jour-là. Monsieur Mélenchon, idem. Monsieur Dupont-Aignan, tout. Ils se carapatent tous. Tous. Ils ont peur, oui. Là, comment ça s'appelle, chez Ardisson, je devais débattre avec M. Bernard Spitz, qui était président de la Fédération des sociétés d'assurance, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Merci l'Europe. Alors, il raconte les poncifs, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est ci, l'Europe c'est ça. Et quand il a su que j'étais là, d'un seul coup, il y avait piscine. Ils ne veulent pas débattre avec moi. Pourquoi? Si ce que je dis est aussi bête, qu'ils débattent avec moi, puis je rougirais de honte de ma bêtise, ils triompheront. Non. Un jour, un journaliste me l'avait dit, il m'avait dit, vous savez pourquoi on ne veut pas débattre avec vous? Il dit, non, parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre, parce qu'ils ne connaissent pas leur dossier, parce qu'ils ressassent toujours les mêmes arguments, et parce qu'ils interdisent tout débat de fond. En France, tout débat de fond est interdit. Sur l'euro, il faudrait en parler, sur ce que je viens de vous dire notamment, et notamment sur la corruption qui gangrène les pays. Il faut savoir que Malte est un tout petit pays qui est un des 28 membres de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a une dame qui s'appelait Madame Galizia, qui était journaliste, qui enquêtait sur les liens entre le Premier ministre de Malte, le dirigeant maltais, et la 'Ndrangheta Calabrese, qui est l'un des grands syndicats mafieux qu'il y a en Italie. Il y a la mafia, la vraie, celle qui est née à Caltanissetta, en Sicile, mais vous avez aussi la 'Ndrangheta Calabrese, qui est, paraît-il, beaucoup plus violente. Eh bien, cette Madame Galizia a été pulvérisée dans l'atmosphère. Il y a eu un attentat, elle a explosé. En 2018, elle est morte, assassinée, parce qu'elle enquêtait là-dessus. Quelques mois après, c'est en Slovaquie que la même chose est arrivée. Un journaliste s'appelait Jan Fila, je crois, qui enquêtait sur les liens entre Robert Fico, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et la 'Ndrangheta Calabrese. Il a terminé zigouillé. Après, c'est en Bulgarie, même cause. Là, c'est pas la 'Ndrangheta Calabrese, c'est la mafia locale. Nous avons des mafias qui ont mis la main sur ces pays, puisque de toute façon, vous n'avez pas le droit. Imaginez une construction politique qui manie des milliards d'euros et que vous n'avez pas le droit de critiquer, sinon c'est que vous êtes un chantre des camps d'extermination. Et donc les gens ne veulent même pas vous écouter. Ben, évidemment, qu'est-ce que ça favorise? Ça n'attire pas Mère Teresa, ce genre de truc. Hein. Ça attire des gens qui savent qu'à partir du moment où il y a plein de pognon qui circulent et qu'on ne peut pas critiquer, qu'ils ont verrouillé les médias à leur profit, ils vont s'y tailler des fromages. En particulier, Malte peut très bien s'opposer, pas seulement Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Bulgarie, par exemple la taxation sur les transactions financières. Quand vous allez voir des gens d'extrême gauche, ou M. Mélenchon qui vont dire « Moi, mon projet européen, votez pour moi, parce que mon projet européen, c'est on va taxer la taxe Tobin sur les transactions financières », ils vous mentent, ils se moquent de vous, ils jouent sur votre crédulité, sur votre... C'est dégueulasse. Parce qu'ils savent que ça ne pourra pas avoir lieu. Je rappelle que le Parlement européen existe de façon... Les élections au Parlement européen existent depuis 1979, depuis 40 ans. Depuis 40 ans, vous avez des députés LR. Enfin, les prédécesseurs, c'était RPR, et ensuite c'était l'UMP, maintenant c'est LR. D'abord c'était RPR-UDF, voilà, puis après ça... Non, RPA d'abord. 40 ans. 40 ans qu'il y a des députés Parti Socialiste au Parlement européen. 40 ans qu'il y a des députés du Parti communiste français. 35 ans qu'il y a des députés du Front National au Parlement européen. Monsieur Jean-Marie Le Pen a été élu en 1984. Il l'est toujours, 35 ans après. Avec sans doute plusieurs dizaines de millions d'euros mis dans la poche au passage. D'autant plus qu'il a fait élire sa fille, le gendre... il y aura peut-être la cousine, la belle-mère, le chien, le chat, enfin toute la dynastie Le Pen qui vit sur la bête. Puis une fois que les gens ont élu, on n'entend plus parler. Allez regarder la liste des présences des 735 parlementaires européens. Il y a des sites internet qui voient la liste des présences. Hein. Vous aurez des surprises. Les deux derniers,
C'est deux Français, M. Philippot et M. Jean-Marie Le Pen. Ils sont le moins possible. Parce qu'une fois qu'ils ont... Voilà, parce que alors, le Front National, pour lutter contre l'immigration, parce que nous allons faire avec M. Salvini, dit Maillot, ça c'est ce que dit Mme Le Pen, on va faire une Europe des patries, une Europe des nations. Mais l'entente a supposé que d'abord le Parlement européen n'a pas le pouvoir de changer les traités européens, premièrement. Deuxièmement, a supposé qu'il y ait une entente entre Mme Le Pen et M. Salvini. Ça ne changera rien au fait que quelle sera la majorité qui sortira en Suède, au Danemark, à Malte. Et puis c'est tout.